Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va débriefer le Grand Prix des États-Unis de MotoGP. On va revenir sur cette course du côté du circuit d'Austin. On va revenir sur ce Grand Prix, bien entendu, les Bleus. On parlera même de Tech 3. On fera un petit point du côté de Tech 3. Top et flop, comme d'habitude. Là, c'est le programme habituel sur ce week-end. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également activer la petite cloche. C'est déjà très bien de vous abonner à la chaîne, mais la petite cloche, c'est un petit avantage. Comme ça, vous pouvez voir les dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Ça vous met une petite notification sur l'écran. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires également. Comme ça, vous pouvez me dire si vous avez aimé, pas aimé ce Grand Prix et cette course. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux également, notamment si vous avez trouvé que Johann Zarco n'était pas top, ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur les tops ou sur les flottes. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Week-end du côté des États-Unis, du côté d'Austin. Austin qui a été resurfacé, on va dire, sur la moitié de la piste. Et c'était une piste qui en avait bien besoin, vu le problème sur les bosses qu'on avait eu du côté de la Formule 1, mais surtout du côté de la MotoGP, parce que je rappelle qu'ils avaient limé la piste pour la Formule 1. Donc le resurfaçage qui était nécessaire à Austin, je ne sais pas pourquoi on a attendu autant de temps avant de resurfacer cette piste, parce que c'était obligatoire. On ne pouvait pas faire autrement, vu l'état de cette piste qui était dans un état lamentable les dernières années, mais ce resurfaçage, il aurait dû être refait il y a 5 ou 6 ans déjà. Parce que c'est une piste où les bosses sont apparus extrêmement vite. Je pense que le premier goudron, le premier enrobé n'avait pas été extrêmement bien fait. Les États-Unis ne sont pas des spécialistes de goudron. Ça, je peux vous dire, quand vous voyez l'état notamment des goudrons sur les villes américaines, c'est souvent un peu compliqué. Donc je pense que... et puis c'est un circuit aussi où Austin, il y a des grosses températures. Donc il se peut que le goudron soit un peu dilaté avec les températures très fortes. Enfin, il y a eu des éléments chimiques qui aient fait que la piste se soit déformée à ce point, parce que là c'était vraiment plus possible. Week-end très intéressant, avec une belle course. Moi j'ai bien aimé le Grand Prix. Autant le week-end dernier, j'avais pas été très fan du week-end en Argentine, autant là aux États-Unis, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. On a eu un vrai week-end sur 3 jours, le fret a fonctionné cette fois-ci. Et puis Marquez qui est de retour, qui nous a fait encore le show. Alors certes il n'a pas gagné, mais en même temps il a eu un gros problème technique au départ au niveau de son shoot device, je pense un problème électronique, qui a fait que son départ a été très compliqué. Et puis on a eu des pilotes vraiment très performants sur ce week-end. On passe à la note du Grand Prix. Moi j'ai mis 14 sur 20 sur la note de ce Grand Prix. Grand Prix que j'ai trouvé qui fait le taf, correct, des belles qualifs avec une belle bagarre notamment pour entrer en Q2. Et puis encore une fois, cette hiérarchie qui est difficile à déterminer entre les très bonnes motos et les moins bonnes. Là par exemple, Aprilia était plus en difficulté ce week-end, KTM aussi. À l'inverse, on a trouvé une Suzuki qui était vraiment plus performante, une Ducati qui avait l'air plus facile d'utilisation. Donc on reste encore dans le flou vraiment du côté de la hiérarchie de cette saison de MotoGP, et c'est très bien, même si on a désormais un double vainqueur grâce à Bastianini. Et oui, je tue le suspense, je spoil tout. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Fabio Quartararo. Pourquoi Fabio? Parce que son week-end s'est plutôt pas trop mal passé au pilote français, même si on regrettera encore qu'il n'était pas en mesure d'aller chercher la gagne. Ça c'est clair et net. Fabio Quartararo, il n'était pas en mesure d'aller chercher les bonnes performances. Il y avait trop d'écart en ligne droite, ça c'est clair et net. Et malgré le fait qu'il ait fait quand même une bonne qualification, parce que quand on voit l'écart également de performance avec la Suzuki, on s'aperçoit qu'il a quand même été très très fort en qualification, Quartararo. En course, c'était pas suffisant parce qu'il est obligé de forcer énormément au niveau de son pilotage. Moi j'ai moyennement aimé, pour tout vous dire, c'est pour ça que je le mets en plus-moins. C'est ça vraiment du côté de Fabio. C'est les petits coups de carénage de temps en temps. C'est pas vraiment des coups de carénage, mais c'est son pilotage trop agressif à certains moments. Mais je pense qu'il est obligé de surpiloter parce que la moto n'est pas bonne
parce que le moteur surtout n'est pas bon, que ce moteur n'a pas suffisamment évolué. Donc il est obligé d'attaquer, de surattaquer, d'en faire beaucoup trop peut-être en course, parce que derrière, sinon, il finit 12e ou 13e et le championnat devient beaucoup plus compliqué. Malgré tout, il prend du retard par rapport à d'autres pilotes. Sa chance, c'est que pour l'instant, c'est Bastianini qui est en tête. Est-ce que Bastianini arrivera à résister jusqu'au bout? Ça, c'est une grande question. Mais du côté de Quartararo, il va falloir trouver des solutions. Enfin, surtout du côté de Yamaha, il va falloir trouver des solutions parce que le retard va peut-être être trop important au bout d'un moment. On est en MotoGP, les écarts sont très serrés dans ce championnat de MotoGP. Donc, à part l'année dernière où Quartararo a vraiment dominé, à part certaines saisons où Marquez était au-dessus, on a quand même parfois eu des championnats très serrés en MotoGP. Donc là, prendre un retard comme celui-là en début de saison, ça peut être très pénalisant pour la suite. Flop pour Zarco. Il y avait tellement mieux à faire en course. Quand il se fait dépasser, je crois que c'est par Quartararo, t'as au moins 2 pilotes qui s'infiltrent, ça c'est une erreur. Il n'aurait pas dû vouloir bloquer autant Fabio, je pense. Et puis, il finit que devant, il finit derrière même, je ne sais plus. Hop, ça je peux effacer en passant. Pour le moment, il se retrouve juste derrière Jorge Martin. Donc en fait, à part les 2 pilotes Sky qui sont derrière lui, c'est un peu le 4e larron. Et c'est pas top d'être le 4e larron. Et je trouve que son rythme de course était vraiment très moyen. Autant par rapport à d'habitude, il a pris plutôt un bon départ. C'est-à-dire que son départ était pas mal. Autant sa fin de course, vraiment, il était en difficulté. Peut-être qu'il a trop tapé dans les pneus, Johann Zarco. Mais il finit quand même sur ses talons. Il a Viñales et Alex Espargaro. Donc c'est pas l'idéal pour Johann. Je pense que vraiment la Ducati était capable de faire mieux ce week-end. Et on l'a vu notamment avec Jack Miller ou avec Banaya qui font 3 et 5. Je pense que je dis pas qu'il serait monté sur le podium, je pense pas, mais je pense que 5e aurait été une bonne position pour Johann. Donc voilà, il est 4 places derrière. Donc c'est pour ça que je suis déçu, c'est un nouveau mot. Et puis du côté de Tech 3, meilleur pilote en course, c'est Raúl Fernandez qui fait 19e. Meilleur pilote en qualif, je crois que c'était également lui. Je n'ai pas vérifié. Hop là, est-ce que ça va se remettre rapidement? Bien entendu non, ça va mettre 3 plombs et exploser. Oui, c'était également Raúl Fernandez. Mais moi j'adore quand il dit on est content quand même. Alors c'est bizarre de voir qu'on est content, mais on est content. C'est ce qu'a dit Poncharal. Hein. Je sais bien que ce sont des débutants. Bon, ils sont quand même très loin des points, les 2. Alors je sais bien que cette semaine, la KTM n'était pas très performante. Mais bon, alors ils pourront se dire, on finit derrière Miguel Oliveira. Sauf qu'ils sont à 5 secondes. Enfin, Raúl Fernandez est à 5 secondes et Rémi Garner est à 10 secondes de Miguel Oliveira, donc de la 18e place. Ils sont donc encore plus loin de Brad Binder, qui était la seule KTM qui performait ce week-end, il faut le dire. Chez KTM, on a eu des gros problèmes. Mais bon, pour Rémi Garner, derrière lui, il n'y a que Didja et Binder. Je trouve de toute manière qu'en ce début de saison, à part Bezzecchi, les autres débutants, je les trouve décevants. Ils n'ont pas encore en main ces MotoGP. Je trouve, à part Bezzecchi, qui prend un peu trop de risques, qui prend un peu trop de risques, il prend des risques, et c'est vrai qu'il fait des erreurs, mais je trouve que Bezzecchi est le seul qui a un rythme quand même un minimum performant, parce que là, on s'aperçoit que les 4 débutants sont 4 dernières places. Hein. Alors Binder, il est dans une mauvaise équipe, il faut le dire. Donc c'est un peu moins problématique, je dirais, pour Binder. Il est dans un mauvais team, même s'il finit à 1,42 quand même. Hein. Parce que je ne sais pas s'il n'est pas tombé, Binder, je ne sais plus. Mais Didja, pour l'instant, il n'est pas dans le coup, alors que son coéquipier est vainqueur du Grand Prix. Et Raúl Fernandez et Rémi Gardner, ils sont quand même loin de Miguel Oliveira, qui pourtant ne fait pas un bon week-end. Donc je trouve qu'on pourra avoir un petit peu plus d'envie
et de motivation pour faire des bons résultats du côté chez Tech 3, plutôt de se dire oh là là c'est un super week-end. Non, c'est un week-end moyen, mais c'est pas un week-end où on peut être heureux de ce qu'on a fait en termes de performance, ça je pense loin de là. On passe tout de suite au pilote au top. Pilote au top, j'ai mis Bastianini. Pourquoi Enea Bastianini? Vainqueur du Grand Prix encore, Enea. Quel début de saison Enea Bastianini. Il est allé sur la Ducati, ça on le savait. C'est un pilote du dimanche. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu sa qualification, je me suis dit aïe, Bastianini, faites attention les mecs. Il est très bon le dimanche. Et encore une fois, il a été très bon sur les 6 derniers tours de course. Parce que sur la première partie de course, il est 3e. Grosso modo. Il est 3e. Il gère son rythme. Sur les 6-7 derniers tours, son rythme est bien meilleur que Alex Rins. Alors certes, Alex Rins a dû dépasser Jack Miller, ça a été un peu compliqué, mais ensuite derrière, Bastianini, il fait une cassure assez vite. C'est fort, ses fins de course sont folles à Bastianini. Il arrive à garder un gros rythme en fin de course. Il me rappelle sur ça un petit peu le Valentino Rossi de la première période Yamaha sur la fin, où Rossi, en fin de course, il était capable d'ajuster n'importe quel pilote, notamment Lorenzo. Il avait cette capacité à garder les pneus très performants avec les Bridgestone, ce qu'il n'a jamais vraiment réussi à faire avec les Michelin. Et Bastianini, il arrive à faire ça parfaitement bien. C'est-à-dire il arrive à garder du jus dans les pneus en fin de course et à avoir la capacité d'attaquer plus fort que ses adversaires. Il est très bon en gestion de course, Bastianini. Il va falloir quand même faire attention à lui pour le championnat. Je ne suis pas sûr qu'il soit en difficulté plus que ça. Alors, son problème, c'est qu'il y a quelques pistes qu'il ne connaît pas en MotoGP. Mais là, regardez, il a été très fort. En Argentine, ça avait été un petit peu plus compliqué, mais parce qu'il avait fini combien d'Argentine et encore, j'ai peut-être une bêtise. Il a fini 10e, ce qui n'était pas non plus catastrophique. Il a marqué des points sur les 4 premiers Grands Prix de la saison. Il va falloir faire attention à Bastianini, vraiment, parce que pour le moment, il est à l'aise sur sa moto. C'est le pilote qui s'en sort le mieux chez Ducati. Il est très bon le dimanche, donc même en faisant des qualifications peut-être un peu moins bonnes, il arrive à s'en sortir. Donc voilà, chapeau monsieur Bastianini, s'il arrive à être régulier, à marquer des points sur chaque course, ça peut être très intéressant pour lui. On poursuit avec Alex Rins. Deuxième place, podium pour Alex Rins. Là aussi, très bon début de saison de la part d'Alex Rins, deuxième du championnat du monde désormais, avec 5 points de retard sur Bastianini, 2 podiums d'affilée, tout le temps dans le top 8 depuis le début de saison. Devant son équipier Joan Mir, alors certes il n'y a que 10 points d'écart, mais c'est une belle performance. Quand on me dit que depuis le début de saison, oui, les Suzuki elles sont décevantes, oui, elles sont pas performantes, là on a vu quand même sur la ligne droite que la Suzuki en moteur, ça tient désormais la route. Gros freinage à chaque fois, c'était avant cette grande ligne droite où il arrivait à faire des gros freinages, c'est-à-dire qu'on a retrouvé de la compréhension dans cette zone-là de pilotage qu'on avait perdu l'année dernière à cause de gros problèmes d'électronique. Et puis, ils sont réguliers. Ils ont compris que cette année, il fallait être régulier. Beaucoup de pilotes vont peut-être avoir des grands moments de haut et puis des grands flops. Si eux, ils arrivent à être tout le temps dans le top 8, et même dans le top 6 pour Joan Mir, ça peut être excellent pour eux en fin de saison. Et donc deuxième podium pour Alex Rins, il va prendre de la confiance. Vu sa saison l'année dernière, il va forcément reprendre de la confiance. Et un Alex Rins qui est en confiance, c'est un Alex Rins qui est capable d'être dans le top 4 du championnat du monde, dans le top 5. Ça, c'est totalement faisable. Après, est-ce qu'il est capable d'être champion du monde ? Les qualifications sont quand même un petit peu son poids faible, encore plus je dirais qu'à Joan Mir, mais en course il est très bon. Le seul problème de Suzuki pour le moment, mais ce qui est un problème, je dirais autant de motos que de pilotes, ce sont les qualifs, où ils sont toujours un petit peu en retrait en qualification. Par contre en course, ils ont un très bon rythme et les motos fonctionnent très très bien. Je poursuis avec Marc Marquez. Il nous a fait le show ce week-end, Marc Marquez. Problème avec son hold shoot device en course, c'est-à-dire que je pense que c'est l'électronique qui a merdé au niveau de son système de départ assisté, de son launch control, donc ça a fait qu'il a fait un départ catastrophique. L'électronique s'est emballée et le moteur tournait
à des tours minutes qui n'étaient pas du tout réguliers et brouté jusqu'en deuxième vitesse, donc ça a été très compliqué. Donc il se retrouve dernier, avec un écart en plus, hein, parce que chez Canal+, ils ne l'ont pas vu. Mais moi je peux vous dire qu'au premier virage, je regarde, il y a une Honda qui est 15 mètres derrière, et je vois tout de suite que c'est Marquez. Je me dis, oh putain, le Grand Prix va être dur pour Coco. Et puis, alors il a été agressif, hein, mais c'est Marc Marquez, on sait qu'il est agressif, mais il nous a animé la course. Il a fait vraiment des dépassements autoritaires, ça c'est clair et net, mais il a animé la course. Et puis c'est ce qu'on attend de Marc Marquez. Et je trouve qu'il a mieux abordé son week-end qu'au Qatar, qu'en Indonésie, où c'était un petit peu tout feu tout flamme et où il est beaucoup trop tombé. Je pense qu'il a enfin compris qu'il fallait beaucoup moins qu'il prenne de risques lors des essais, et que les risques, fallait surtout qu'il les prenne samedi et dimanche. Qu'il ne pouvait plus faire les chutes le vendredi, où parfois il était capable de faire 1, 2, 3 chutes le vendredi. C'est plus possible. Pour Marc Marquez, maintenant, il ne peut plus tomber autant parce que son corps est cassé un petit peu de partout. Il me fait penser un petit peu au niveau, quand on voit toutes ses blessures, à Jake Doohan, qui était un peu dans cette même situation, le quadruple champion du monde. Et il ne peut plus prendre autant de risques. À lui maintenant de s'adapter, de peut-être mieux gérer ses week-ends. Mais il a fracassé tous les autres pilotes Honda. Hein. Que ça soit Paul Espargaro, que ça soit Nakagami, que ça soit son frère qui a en plus abandonné. Mais il a été au-dessus sur ce week-end. C'est la seule Honda qui a été un minimum performante. Il finit, certes, on pourrait dire, Marc Marquez seulement 6e. Oui, mais quand tu pars 15 mètres derrière les autres, c'est un peu plus compliqué de faire une belle performance. Je trouve quand même qu'il est plutôt à l'aise pour moi sur cette Honda. Après, bon, c'est son territoire, je dirais. Hein. C'est le shérif d'Austin. Il a toujours été performant sur cette piste. Les bonnets d'âne, les flops. Je commence avec Alex Espargaro. Alors certes, c'est mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière, pour Alex Espargaro, avec Aprilia, il avait été nulle part. Il avait déjà été bonnet d'âne, je m'en souviens. Là, ce week-end, ça a quand même été pas facile, je trouve, pour le pilote espagnol. Devancé quand même par Maverick. Vignales en course, donc là aussi hein, c'est un peu frustrant. Et puis il manquait cruellement de rythme, pas très à l'aise sur sa moto, tombé également Alex Espargaro en Q1. Il rate même la Q1 pour pas grand chose au final avec cette chute. Mais il a eu un week-end compliqué, c'est vraiment pas un circuit qu'il affectionne. C'est dommage parce qu'il était sur une belle dynamique suite à sa victoire en Argentine. On sait même qu'il y a des discussions qui sont en cours au niveau de son contrat. Pour le moment, ça a l'air d'être plutôt timide ce qu'on propose à Alex Espargaro, qui, je rappelle, a 32 ans, donc est un pilote d'expérience qui peut être intéressant pour d'autres équipes, surtout si un de leurs pilotes ne marche pas très bien. Je ne vise absolument pas Yamaha. Et puis, du côté d'Alex Espargaro, je trouve que ce week-end, oui, il y avait peu d'écart avec Vignales et surtout, du côté de l'Aprilia, ils étaient en difficulté. Ça, je trouvais ça un peu frustrant, voilà. Et puis sa chute en qualif, je trouve qu'il était un petit peu énervé. Donc voilà, c'est pas un circuit qui lui convient. C'est un petit flop, c'est un flopounet, on va dire, pour ce week-end Espargaro, parce que malgré tout, il marque des points sur une piste qu'il affectionne pas, donc c'est pas non plus catastrophique, mais voilà, petit bonnet d'âne pour lui. Miguel Oliveira. C'est fou Miguel Oliveira quand même. Le mec a été capable de faire vainqueur en Indonésie, pardon. Et puis 13e le week-end dernier en Argentine, 18e là, abandon au Qatar. Ça reste très décevant quand même. C'est-à-dire que Miguel Oliveira, il n'arrive pas plus à être régulier. L'année dernière, je rappelle qu'il est quand même un petit peu... je dirais pas sur la sellette, mais presque, chez KTM. Il est moins en odeur de sainteté que Brad Binder. Ça, c'est clair et net. C'est fou parce que Miguel Oliveira, je crois que c'est 4 victoires, 5 victoires, je ne sais plus en MotoGP, mais il a quelques déjà victoires en MotoGP, mais trop d'irrégularités pour le moment. Ça fait depuis 2 ans qu'il n'est pas capable d'enchaîner plus de 2 bons résultats ou 3 bons résultats. C'est pas normal. Alors certes, ce week-end, c'était compliqué. Il finit quand même à 20 secondes de Brad Binder.
Donc certes, c'est compliqué, mais il s'est fait poutrer par Brad Binder. Tu peux pas jouer un championnat du monde en étant aussi régulier. Donc à un moment, il va falloir trouver une solution. Soit il va falloir qu'il change d'équipe, soit faut qu'il arrive à trouver des solutions sur cette KTM. Mais Miguel Oliveira est un pilote hyper talentueux, sauf que bon, le talent, il s'exprime de manière intermittente. Et ça, c'est pas l'idéal en MotoGP. Et puis je termine avec Morbidelli. Que dire de Morbidelli par rapport à notre ami Fabio, c'est pas ça du tout. Pas de rythme. Que ça soit en course ou en qualif, il n'y avait pas de rythme pour Morbidelli. Alors il va nous dire encore c'est mes blessures physiques qui m'handicapent. Fallait pas revenir aussi vite non plus. Je pense qu'il a voulu revenir trop vite. Et aujourd'hui, Morbidelli, il se fait manger par Quartararo. Et là, il est l'ombre de lui-même, quoi. Je parlais de Miguel Oliveira, qui finit déjà 20e des qualifs, aussi, Miguel Oliveira en passant. Mais là aussi, c'est un peu catastrophique, quoi. Derrière Dovizioso, il y a 5 dixièmes de Dovi. On ne peut pas dire que Dovi soit hyper à l'aise depuis le début de saison sur la Yamaha. 1 seconde 5, donc c'est par rapport à Fabio, c'est 1 seconde par rapport à Fabio. 1 seconde, c'est énorme en moto, 1 seconde. En course, pareil. Fabio finit donc à 6 secondes 7. Lui, il finit à 29 secondes. 23 secondes d'écart. Énorme là aussi. En plus, avec une pénalité, enfin, il finit 16e. Voilà. Mais il y a. Oui, il a une pénalité sur la fin de course en plus, notre ami. Mais c'est pas. Enfin, c'est problématique quoi aujourd'hui. C'est un vrai problème. Il finit derrière Dovi, il finit hors des points. Pour un pilote officiel Yamaha, c'est pas normal. Je trouve qu'on lui a déjà laissé quand même beaucoup de temps l'année dernière. On disait oui, il revient de blessure. Mais là, on peut plus dire il revient de blessure. Ça fait depuis 5 mois, 6 mois qu'il est revenu de blessure. Il y a eu l'intersaison. Il a eu le temps de se reconstruire physiquement. Non, il est toujours pas là. Donc, je pense qu'il y a aussi un problème de pilotage. Je rappelle que déjà avant sa chute l'année dernière, il y avait eu une grosse baisse de performance sur la Yamaha à l'époque de Petronas. Il y avait eu une baisse de performance. Donc je pense qu'il a caché ça derrière une blessure, mais il y a aussi un manque de confiance dans cette moto. Et ça, c'est peut-être plus la raison de son manque de niveau pour le moment au pilote italien. On passe aux différents classements. Le classement pilote, vous l'avez à l'écran. Enea Bastianini en tête avec 61 points, 5 points d'avance sur Alex Rins, 11 points d'avance sur Alex Espargaro. Johan Mir a 15 points de retard. Désormais, Fabio Quartararo est déjà à 15 plus 2, 17 points de retard. On retrouve ensuite Brad Binder. Jack Miller et Johan Zarco ont 30 points de retard. Et Miguel Oliveira est 9e, juste devant Jorge Martin. Parmi les pilotes qui, pour le moment, ne font pas un grand début de saison, Alex Marquez, seulement 4 points. Dovizioso, seulement 3 points. Et puis Takaaki Nakagami, seulement 16e. Et Morbidelli, seulement 15e. Avec 2 mauvais résultats d'affilée, 2 résultats hors des points pour Franco Morbidelli. Du côté du classement constructeur, Ducati reprend la tête garde la tête même de ce classement avec 86 points. Large avance sur KTM. Gros match pour la 3e place pour le moment entre KTM 59 points, Suzuki 57 et Aprilia 51. On retrouve ensuite Yamaha à 44 points et Honda à 34 points. On voit que la 3e place et la 6e place de Marquez et la 3e place c'était de Paul Espargaro sont vraiment des résultats qui permettent à Honda de rester encore un minimum dans le match. Du côté du classement par équipe, eh bien c'est Suzuki qui est en tête avec 3 points d'avance. Non, pas le classement, pardon. Notre classement par équipe, il n'est pas à jour, pardon. Donc, je vous le donnerai une autre fois, le classement par équipe, parce que je viens de m'apercevoir qu'il n'est pas à jour, le classement que j'ai. Donc, je vous le mettrai, il sera à jour dans la description. Il sera
dans la description, vous retrouvez tous les classements de la course, des qualifs, dans la description de la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires. Je ne sais plus si je l'ai dit. Puis nous, on se retrouve pour le prochain Grand Prix qui sera du côté du Portugal à Portimao du 22 au 24 avril. Donc débrief soit le 25, soit le 26 de cette course. Et puis on sera sur le chemin qui nous emmènera très rapidement au Grand Prix d'Espagne, puis au Grand Prix de France du côté du Mans, qui sera un événement majeur. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.